Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler santé et plus précisément d'innovation en santé. On parle d'objets connectés, d'aide au diagnostic ou de télémédecine, mais derrière ces mots très prometteurs se cache une réalité beaucoup plus inconfortable, celle d'une France qui se rêve championne de l'innovation en santé tout en limitant les marges de manœuvre des dispositifs médicaux sous le poids des contraintes budgétaires. Alors jusqu'où peut-on financer l'innovation en santé pour le bien des patients sans faire exploser les comptes de la sécurité sociale? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial santé et innovation, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale santé et innovation, j'ai le plaisir de recevoir une grande dame, Céline Dujardin. Bonjour Céline, vous êtes présidente de Medtronic France et membre du conseil d'administration du SNITEM, donc le syndicat qui regroupe l'ensemble des acteurs du dispositif médical. Et comme on aime bien commencer par une définition dans le numérique pour tous, expliquez-nous ce qu'est un dispositif médical. On en a partout, tout autour de nous la journée, mais concrètement c'est quoi ? Bien d'abord, bonjour Vanessa et merci de me recevoir à l'antenne. Alors comme vous le disiez, un dispositif médical, eh bien on en a un peu partout. Aujourd'hui même, on a une béquille, on a effectivement, ça passe des pansements, des bas de contention, jusqu'à des technologies plus avancées comme les stimulateurs cardiaques, les prothèses orthopédiques, tout en passant aussi par du gros matériel, gros équipements médical ou de diagnostic, comme l'IRM, par exemple, le scanner, ou plus récemment, la chirurgie assistée par robot. Donc on est tous concernés dans notre quotidien. Alors par définition, parce que j'aime bien quand même les définitions, c'est tout ce qui permet de diagnostiquer, de traiter, de surveiller et d'accompagner le patient dans son parcours de santé. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on connaît tous le contexte de la sécurité sociale qui est quelque peu contrarié et on a également une augmentation fulgurante de tous les objets connectés aujourd'hui pour se soigner. On a parlé tout à l'heure de téléassistance, mais il y a plein d'autres dispositifs. Est-ce que notre modèle de santé aujourd'hui est prêt à accueillir et à financer toutes ces innovations ? Alors déjà, pour commencer, je pense qu'il est important de dire que notre système de santé, c'est un système de santé qui est un des meilleurs systèmes de santé au monde, fortement envié dans le monde entier, parce qu'il est solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il donne l'accès au plus grand nombre des patients. Et ça, c'est vraiment important de souligner. Oui. Ensuite, bien sûr, eh bien, il a besoin d'être financé, ce système. Et dans une période après Covid, comme nous le savons tous, dans une période où aussi on a une augmentation des maladies chroniques, que sont le diabète par exemple, ou l'obésité, mais aussi le vieillissement de la population, qui sont des facteurs qui pèsent sur notre système de santé. Alors, le dispositif médical, moi je dis toujours, fait partie de la solution. Parce que, au-delà d'être une innovation technologique, elle est aussi une innovation organisationnelle parce qu'elle apporte un bénéfice organisationnel aux professionnels de santé, mais également à l'hôpital, et de facto, est un bénéfice pour le système de santé. Et vous considérez justement, alors voilà, pour répondre à la question, qu'il va pouvoir aider ou compenser ? Alors justement, c'est tout le paradoxe de la France. Parce qu'aujourd'hui, on a une volonté politique qui incite et qui soutient l'innovation en santé. On a par exemple le programme France 2030, Choose France 2030, qui a démarré en 2017 à un horizon 2030 avec un financement et une volonté d'investissement dans l'innovation en santé pour être le leader européen en innovation en santé et en innovation numérique à l'échelle 2030. Donc avec une volonté de soutenir le système de santé. Et d'un autre côté, nous avons nos contraintes budgétaires qui sont extrêmement fortes et qui amènent à des décisions non concertées, des décisions rapides, de court terme. Alors, je vais vous donner des termes techniques, mais en même temps, c'est des termes qui nous impactent tous, industriels de santé. C'est des impacts sur la clause de sauvegarde, sur des baisses de prix de plus en plus importantes, sur des innovations de santé, des technologies qui sont des technologies de dernier recours. On peut en parler, Céline, cet été, il y a même des choses qui ont été déremboursées. Alors, on peut en parler pour nos auditeurs. Des remboursements de produits, justement, de dernier recours. C'est-à-dire que quand on accède à ces produits, quand on utilise ces produits, ça veut dire que pour le patient, il n'y a plus d'autre
traitements possibles. Concrètement, lesquels? Donc, par exemple, des stimulateurs cardiaques, des prothèses orthopédiques, des valves percutanées qui sont implantées par voie fémorale, donc par voie mini-invasive, pour soutenir le patient, pour améliorer sa récupération, pour diminuer le nombre de durée de séjour à l'hôpital et pour améliorer justement le parcours de santé, le parcours de soins du patient. Et néanmoins, on est sur des baisses de prix extrêmement fortes. On appelle aussi des conventions prix-volume qui viennent réguler aussi le volume pour justement réguler la dépense de santé. Et en plus de cela, on rajoute clause de sauvegarde et de remboursement. Donc là, le patient est pénalisé. Et le patient est pénalisé, mais aussi l'industrie de santé est pénalisée. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des emplois. Ce sont des emplois. Aujourd'hui, nous, on continue à investir, à innover. Il faut savoir que l'ADN des entreprises du DM, c'est l'innovation pour l'excellence, pour le bénéfice patient, c'est-à-dire pour soigner mieux, soigner plus longtemps et en toute sécurité. Céline, alors le DM, le dispositif médical. Hein. Céline, vous avez connu... non, pour nos auditeurs. On a connu 7 à 8 ministres de la Santé en 2 ans, hein, ce qui est juste énorme. Cette instabilité politique, quel impact elle a sur la politique que l'on peut mettre en place et quel impact elle a sur nos patients? Alors tout d'abord, il y a bien un manque de visibilité et de lisibilité à long terme. Aujourd'hui, on a besoin d'une politique avec des objectifs pluriannuels clairs, précis, pour permettre aux industries de santé de continuer à innover sereinement et par anticipation. Aujourd'hui, on est, excusez-moi du mot, mais un peu dans le flou, très clairement. Ouais. Si vous aviez un message à faire passer très concrètement aux politiques de santé aujourd'hui et à la personne qui est actuellement en poste. Eh bien, d'abord, de considérer le dispositif médical non pas comme une dépense, non pas comme un coût, mais comme un investissement. Parce qu'au-delà de l'innovation technologique qui apporte un bénéfice patient certain, le dispositif médical, avec une organisation de soins adaptée, peut permettre une innovation organisationnelle et de facto un effet bénéfique sur le système de santé. Et j'ai un deuxième message parce qu'il me semble important. Faites-le passer, c'est important. Parce que dans une période justement d'instabilité, de contraintes budgétaires, la concertation est importante entre tous les acteurs pour faire bouger les lignes. Et ça, c'est vraiment important parce que aujourd'hui, la santé, c'est une des préoccupations majeures des Français. Et donc, on a tous, acteurs de santé, qu'on soit industriel, qu'on soit professionnel de santé, qu'on soit directeur d'hôpital ou qu'on soit au pouvoir public, nous avons tous une responsabilité pour faire en sorte que notre système, si envié par les autres pays, reste un système solidaire et pérenne pour nos enfants et nos petits-enfants. D'ailleurs, vous êtes un syndicat qui défendait la profession. Concrètement, les leviers durables qui permettent de maîtriser ces dépenses de santé tout en proposant des solutions aux patients, quels sont-ils si vous aviez 2 ou 3 leviers durables ? Alors, tout d'abord, une concertation avec tous les acteurs, ça c'est essentiel. Aujourd'hui, on est dans des décisions unilatérales, sans concertation. Donc oui, ça c'est très important. Deuxièmement, travailler davantage sur la prévention. Aujourd'hui, on est très hospitalo-centré, très dans le curatif. Et on est peut-être moins dans le contexte de la prévention, alors qu'on a des outils, grâce au numérique, au digital, qui peuvent porter justement cette prévention. On a aussi, ce qui nous semble important, et je le disais précédemment, c'est de considérer le dispositif médical non pas comme une dépense, mais comme un investissement. Et ça, c'est essentiel. D'ailleurs, je sais que vous regardez beaucoup à l'international pour voir ce qui se fait et pour prendre les meilleures pratiques. Et d'ailleurs, en Asie notamment, et dans les pays nordiques en Europe, il y a des exemples très intéressants dont on pourrait davantage s'inspirer. Quels sont-ils ? Faites-nous un peu voyager. Alors, je vais vous faire un petit peu voyager, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, les pays nordiques et les pays de l'Asie sont beaucoup plus avancés dans la prévention primaire. Ils travaillent sur la prévention pour éviter ou en tout cas prévenir la maladie davantage. Ils investissent énormément. Ce que nous, on ne fait pas assez. On est assez le parent pauvre, si je puis me permettre, sur la prévention. Et alors que nous avons des outils de diagnostic extrêmement performants,
et notamment grâce au digital, grâce à l'intelligence artificielle, on peut aller encore plus loin en termes de précision du diagnostic, de précision de la prise en charge du patient et de la personnalisation aussi de la prise en charge du patient. Céline, on voit beaucoup, vous parlez des applications, mais on en voit beaucoup qui fleurissent tous les jours, par dizaines, pour ausculter, pour prévenir, pour accompagner. Demain, si on est un peu dans un scénario de science-fiction, justement, pour avoir cette approche globale de la prévention, comment on sera accompagné au quotidien ? Alors je pense que aujourd'hui, grâce, parce que c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui, oui. C'est applicatif déjà aujourd'hui, donc grâce à l'intelligence artificielle, au numérique, à la télésurveillance, c'est-à-dire la surveillance à distance du patient, eh bien on aura plus de détection précoce des maladies, et notamment avec plus de précision dans le diagnostic. On aura aussi un meilleur support du patient et une plus grande personnalisation du patient qui va devenir autonome justement grâce à la surveillance à distance. On pourra faire le lien entre l'hôpital et le domicile. Et puis aussi sur tout l'aspect de gestion de l'acte avec justement la chirurgie assistée par robot ou la chirurgie mini-invasive. Ce qui fait que ça va coûter peut-être un peu moins cher avec encore une meilleure qualité de service. Avec une meilleure qualité de soins. Parce que ce qui est important, c'est le patient. Et il faut qu'on mette toutes nos actions avec le patient au centre de nos réflexions et de nos actions au quotidien. C'est important et quand on vous écoute, ça prend tout son sens. Merci beaucoup Céline Dujardin. Je rappelle que vous êtes présidente de Medtronic France et membre du conseil d'administration du SNITEM, engagée depuis de nombreuses années pour défendre l'innovation, l'efficience et l'accès aux technologies de santé pour tous. Restez avec nous, on marque une courte pause dans le numérique pour tous et on se retrouve pour parler innovation en santé sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale santé et innovation, nous avons le plaisir d'accueillir un entrepreneur, Franz Bozak. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur aérospatial formé en Allemagne. Vous sauvez des vies en traitant les AVC. Vous êtes également docteur en biomédical à l'école polytechnique. Et pour terminer cette longue liste, président du groupe Startup au SNITEM. Je n'ai rien oublié, Franz. Non, vous n'avez rien oublié. Bonjour. Alors, répondez-moi à une question qui m'intrigue vraiment. Comment on passe de l'aérospatial au cerveau humain ? Donc c'est une histoire qui est autour des rencontres, comme toujours. Comme toujours, oui, c'est ça. En fait, donc j'ai fait mes études en Allemagne en aérospatial et je suis passé sur une bourse Fulbright aux États-Unis qui m'a permis donc d'étudier là-bas. Et là, j'ai rencontré Abdou Barakat, qui est un chercheur connu partout dans le monde, justement qui s'occupait des maladies des vaisseaux sanguins. Et lui, il m'a convaincu que au lieu d'aller vers les étoiles, que ça peut être aussi fascinant de regarder le corps humain. Et donc, il m'a amené à l'école polytechnique ici en France pour faire ma thèse en biomédical sur des dispositifs médicaux. Une très très belle histoire. Alors, il faut dire que vous avez répondu à un concours d'innovation, et je dis ça pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est vraiment important de se faire repérer. Et là, vous avez bénéficié d'un accompagnement qui a un peu changé votre vie ? Oui, tout à fait. Donc, en fait, lors de ma thèse, avec mon directeur de thèse, on s'est rendu compte qu'il faudrait donner aux médecins la capacité, en fait, de regarder à l'intérieur du corps humain quand on traite des patients par des traitements minimal invasifs. D'accord ? Donc là, avec justement un minimum d'impact sur le patient. Et suite à cette idée, moi d'abord, j'ai profité d'un programme qui s'appelle Stanford Ignite, qui est un programme qui essaye de transformer les chercheurs en entrepreneurs, leur donner les billes comment mener à un projet d'innovation. Et à la suite de ça, donc sur vraiment une idée, une présentation, j'ai déposé un dossier pour le concours mondial d'innovation, qui était vraiment, je pense, une des meilleures idées récemment pour favoriser l'entrepreneuriat en France, où l'État donne 200 000 € à des entrepreneurs pour développer leurs idées. Et en fait, de ce concours, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'entrepreneurs excellentes qui en est émergée. Vous prenez, par exemple, Rémi Dangla de Stila, qui récemment a fait une très belle sortie. Vous prenez Yann Fleureau de Cardiologues, qui a fait une revente il y a quelques années à Philips. Donc vraiment, toute une génération d'entrepreneurs. Il faut imaginer cette confiance que l'État a donnée à ces entrepreneurs en disant, voilà, ici 200 000 € sans aucune contrepartie, et développe tes idées.
et ça a très bien fonctionné. Alors justement, on va parler de votre solution qui permet d'apporter une réponse à ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Mais dites-nous très concrètement et de manière très simple, pour ceux qui ne savent pas encore, pourquoi chaque seconde compte quand on a un accident vasculaire cérébral. Donc un accident vasculaire cérébral, ça veut dire qu'en fait il y a un vaisseau sanguin qui alimente le cerveau avec l'oxygène et d'autres nutriments qui est bouché. D'accord. Et là, que vous vous imaginez, dès que ça passe, le cerveau consomme énormément d'énergie, donc tout de suite, les cellules vont commencer de mourir, 2 millions de cellules de cerveau par minute, et donc il est absolument vital de rétablir le flux sanguin dans le cerveau. Et pour ça, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui touche plus que 140 000 patients en France, des millions de patients à travers le monde. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près une dizaine d'années, il y a une véritable révolution qui s'est produite. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on injectait, avec beaucoup de contraintes, on essayait d'injecter un cocktail médicamenteux. Il y avait une limite de temps, il y avait une éligibilité du patient pour essayer de dissoudre le caillot chimiquement. Mais finalement, aujourd'hui, on y va avec des dispositifs médicaux, des stent retrievers, donc c'est une petite grille par exemple qui permet de s'accrocher au caillot, ou des cathéters d'aspiration, donc qui permet d'aspirer le caillot. On entre par l'aine avec un guide, on amène ce dispositif et ça permet ensuite de rouvrir l'artère mécaniquement au lieu de le faire chimiquement. Et ça a complètement révolutionné la prise en charge de ces patients parce qu'on a doublé le nombre de patients qui vont s'en sortir de leur AVC avec peu ou pas de séquelles. Alors justement, grâce à votre innovation, les patients ont encore plus de chances de s'en sortir. Expliquez-nous très visuellement et de manière très synthétique comment fonctionne votre innovation. Donc je parlais du fait que ces dispositifs sont amenés par ce qu'on appelle un guide. Vous pouvez imaginer, c'est comme une canne à pêche extrêmement flexible, d'accord, qui donc permet d'aller de l'aine jusqu'à l'endroit qui est bouché et qui ensuite sert comme un rail pour amener ces dispositifs. Ce dispositif aujourd'hui est purement mécanique et demain, grâce à notre innovation, en fait, on a développé un petit capteur ultra miniaturisé qu'on intègre sur ce guide et qui permet ensuite au médecin de comprendre qu'est-ce qui bouche l'artère pour mieux choisir son meilleur approche pour rouvrir l'artère au plus vite. Alors, vous avez une triple culture, il faut le dire, en Allemagne, aux États-Unis et en France. Aujourd'hui, être un entrepreneur en France, c'est facile, France ? Je dirais, d'être un entrepreneur en France, ça c'est très facile. Moi, j'étais extrêmement bien accueilli dans ce pays et je suis là depuis 15 ans et j'adore d'être en France parce que la France, c'est quand même un des meilleurs pays au monde pour démarrer une aventure. Et c'est assez marrant parce que que vous me posez la question parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demande mais t'es allemand, pourquoi t'es en France ? Et il faut juste comprendre que ici en France, on a vraiment un écosystème et un soutien de l'État pour favoriser l'innovation au démarrage qui est incroyable. Je pense unique au monde, comme je disais, là les 200 000 € comme ça. Après, il y a tout un écosystème avec des incubateurs, par exemple Agoranov, Station F, tout ça. Donc tout un écosystème qui est vraiment là pour favoriser la création et donner de l'espace aux entrepreneurs de développer leurs idées au service des patients. Alors vous dites que c'est bien de démarrer en France, mais après ça se complique quand même. Tout à fait. Et je pense que ça c'est vraiment la faiblesse et ce qui est dommage pour le pays parce que tout cet investissement-là, bien sûr, on veut l'amener jusqu'aux patients et ça. Surtout dans la deep tech, la deep tech ou la medtech et les dispositifs médicaux est un processus qui est long. On est dans un cadre réglementé où en Europe on a malheureusement la tendance de ne pas faciliter la vie avec la nouvelle réglementation qui est arrivée. Et donc ce sont des développements qui sont extrêmement longs et c'est sur cette durée-là où là en France on a plus du mal en fait. Donc comme je disais, pour le démarrage il y a des financements, il y a l'aide et soutien de l'État, CIR, tout ce qui existe. Mais après, sur la durée, c'est là où il faut devenir créatif pour trouver les financements nécessaires pour mener cette innovation jusqu'aux patients. Et alors j'aime bien votre comparaison, vous aimez bien dire que en fait c'est un peu le Netflix dans la santé si on n'est pas accompagné dès le départ. Expliquez-nous tout ça. Ouais, donc il faut comprendre qu'aujourd'hui particulièrement on est vraiment dans une situation mondiale qui est très 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 compliquée, pas qu'en France, soyons clairs, ça concerne la France, l'Europe et le monde entier. Et justement la comparaison que j'aime faire, c'est le fait quand on a une grève à Hollywood, vous savez que dans les 2-3 ans après, il
il n'y a pas des bons films, il n'y a pas des bons séries. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train un petit peu vivre la même chose parce qu'il faut imaginer toutes les innovations qui aujourd'hui n'arrivent pas jusqu'aux patients, c'est ceux qui vont d'ici 5 à 10 ans manquer. D'accord. Et donc aujourd'hui, l'argent, vu le contexte économique, il y en a de l'argent, il faut pas oublier, il y a énormément d'argent, mais il va vers des innovations qui sont déjà sur le marché. D'accord. Donc ça veut dire que je finance des innovations qui vont servir, qui servent déjà. Mais la question est qu'est-ce qui se passe derrière? Et on va avoir, et ça c'est, je pense que la nouvelle réglementation plus cette impasse de financement vont faire qu'on va faire face à toute une phase prolongée où les traitements pour nous, pour nos enfants, vont manquer. À suivre. Merci beaucoup Franz Bozak et je rappelle que la solution s'appelle Sensoma. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui et pour prolonger la discussion, on se retrouve sur vos réseaux sociaux préférés et ceux de nos invités. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.